Robuste. Est-ce que ce terme vous dit quelque chose? Si vous traînez sur LinkedIn, ça vous arrive souvent de tomber sur ce genre de post qui vous explique que telle technologie ou framework est évidemment robuste et que c'est la solution. Mais finalement, c'est quoi du code robuste? Alors évidemment, comme tout le monde, quand je ne connais pas un mot, qu'est-ce que je fais? Je tape dans Google tout simplement pour avoir sa définition, donc je cherche en tout premier robuste. Donc là j'apprends que robuste est un adjectif qui désigne quelque chose de fort et résistant de par sa constitution solide. Bon, on dit comme ça, c'est vrai que la définition donne quelque chose d'assez difficile à paralléliser avec du code, mais il y a quand même des concepts assez intéressants qu'on peut dégager de ces mots. Fort pour l'instant, c'est un peu abstrait. Mais pour résistant, on a une notion de durée, et je dirais même qu'on peut parler ici de contraintes ponctuelles dispersées dans le temps. Les contraintes seraient tout simplement des erreurs qui pourraient se glisser dans notre code. Mais résistant à quoi finalement? Je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. Et de par sa constitution solide, signifie que toute sa structure a été pensée en amont, et c'est ce qui résulte qui est fort et résistant. Dans le développement, on utilise d'autres mots pour désigner un code robuste. On parle plus de lisibilité, de prévisibilité et de maintenabilité. Pour la lisibilité, ça peut être assez simple. Vous avez des outils comme ESLint, Formatter ou alors Prettier ou Biome, si vous êtes dans l'environnement JavaScript, qui peuvent vous aider à formater votre code correctement. Et honnêtement, la lisibilité ne repose pas uniquement sur l'indentation de votre code, même si elle est très importante. En réalité, ce qui va faire qu'un développeur va comprendre votre code, c'est qu'il a finalement le même mindset que vous. Pour cela, il suffit de définir des normes qu'il faut respecter partout dans votre codebase. Alors si vous êtes dans des cas de refacto avec justement des codebases qui n'ont pas su avoir ces normes-là, il va vous falloir à vous et vos équipes les définir pour faire en sorte de résoudre les problèmes similaires de la même manière. Dans des langages un peu plus orientés fonctionnels, en fait, le langage propose énormément de fonctions pour résoudre des problèmes simples, mais une quantité tellement énorme que finalement, chaque problème que vous allez rencontrer sera résolu par une de ces fonctions. Ce qui fait que le langage est par lui-même très lisible parce que chaque problématique se résout de la même manière vu qu'une fonction y est associée quelque part. Pour la prévisibilité, déjà la première chose que vous allez faire, c'est jeter tous vos try-catch et vos throws à la poubelle. Des langages comme Golang l'ont très bien compris et c'est pour ça que les fonctions peuvent retourner des tuples pour indiquer le résultat et peut-être l'erreur qui est associée. Mais alors, pourquoi se débarrasser des erreurs? En fait, les langages typés ou non typés, ils ont le même problème. On ne sait pas qu'est-ce qui peut revenir jusqu'à un try-catch. On ne sait pas quelle erreur. Aucune signature dans le typage indique qu'une erreur va arriver. Et ça, c'est un problème. Ça rend votre code complètement imprévisible. Y aura-t-il toujours un try-catch adapté pour l'erreur que vous allez throw? Mais ça, on ne le sait pas. Et même, on ne sait même pas qu'une fonction va throw une erreur. Donc déjà, oubliez complètement cette mécanique. Elle est imprévisible. Je vous propose une solution pour résoudre ça un petit peu après. Dans la prévisibilité, évidemment, ce n'est pas le seul élément. Il y a autre chose qui souvent nous pose problème à nous développeurs, surtout quand on fait de la POO, mais en fait ce sont tout simplement les mutations. Il y a la mutation d'une propriété d'un objet, mais il y a aussi la mutation d'une variable dans son ensemble. On a déjà tous fait, on n'est pas fiers bien évidemment, des boucles for ou while avec une variable à l'extérieur. On va venir muter son état au fur et à mesure que la boucle avance, mais il nous arrive à plein de moments de finalement pas très bien contrôler cet état et avoir un résultat imprévisible et surtout inattendu à ce qu'on souhaitait. Ce qui est bête, car la prévisibilité, c'est la résistance à l'imprévu. Comment ça se fait qu'on n'avait pas prévu et que ça nous a causé une erreur? Une question qu'on peut vraiment se poser, c'est est-ce que les mutations sont toujours prévisibles? Alors là, c'est compliqué, parce que dans le paradigme de la programmation orientée objet, c'est un petit peu le cœur. C'est en fait finalement essayer de créer des effets de bord contrôlés. Mais d'expérience et en tant que développeur plutôt orienté fonctionnel, je pense que c'est une blague de vouloir contrôler les effets de bord. Il arrive toujours un moment où on se fait rattraper et quelque chose justement d'imprévisible survient. Le mieux, c'est de travailler qu'avec des variables constantes. De cette manière, on peut être sûr que ça ne change jamais, donc que tout est prévisible. Je vous montrerai quelques exemples et ça vous permettra de mieux comprendre parce qu'effectivement, quand on parle de variables et de constantes, finalement, c'est un peu contradictoire. Le but d'une variable, c'est de varier. Comment ça se fait que là, on arrive à travailler en ne variant pas justement? Je vous spoile pas, ça arrive tout à l'heure. Et en dernier point, on a la maintenabilité. Alors la maintenabilité, ça regroupe finalement la lisibilité et la prévisibilité. Ça peut pas être maintenable sans être lisible ni prévisible, ça paraît évident. Mais en fait, ça apporte également une dimension humaine. Parce qu'en réalité, un programme, pour un ordinateur, il est de fait lisible et prévisible, vu qu'il l'exécute. Maintenable, ça apporte le sujet pour qui doit être lisible et prévisible. Pour un autre être humain. Donc finalement, du code maintenable, est-ce que ça serait pas du code robuste? Eh bien, presque. Du code robuste est forcément du code maintenable. Mais il y a un petit élément en plus qui rentre en compte. Finalement, du code robuste, c'est un code où la maintenabilité demande le moins d'efforts possible. Si je prends un exemple simple, dans lequel vous avez plusieurs conditions. Imaginons
une structure où nous avons un utilisateur qui a plusieurs rôles, administrateur, modérateur ou default. Bah finalement, si vous venez rajouter un de ces rôles-là, votre else if, qu'est-ce qui va vous indiquer qu'un rôle a été ajouté? Bah, soit vous avez fait des else if pour chacun, et du coup vous terminez par un else, et donc dans ce cas-là, le nouveau rôle sera dans ce else, et donc là en fait la maintenabilité demande un effort, parce qu'il vous faut repasser sur ce fichier-là où il y a ce else if pour remarquer que ça pose un problème. Si vous utilisez du pattern matching exhaustif, alors ça peut faire un peu peur. Mais globalement, en fait, c'est un else if, de la même manière, sauf que lui, il va vous indiquer quand il y a un nouveau cas. Et donc là, ça prend tout son sens. Vous n'avez plus à faire l'effort de connaître toutes les fonctions dans lesquelles votre structure est appelée, dans lesquelles votre utilisateur est appelé. Non, votre compilateur ou votre, en tout cas, type checker, va juste s'exécuter, se lancer et dire « Attention, ici ça ne va pas fonctionner, il manque un cas ». Et donc la maintenabilité est beaucoup plus simple dans ce cas de pattern matching exhaustif. Ce que j'aime bien dire finalement, c'est que mon travail, c'est principalement de modifier les structures de données, donc mes schémas, et puis après de corriger des lignes rouges. Parce que quand vous avez un typage qui est très fort dans toutes vos applications, mais vraiment du back vers le front, c'est très important, et bien vous n'avez plus vraiment d'effort à implémenter. Vous n'avez plus qu'à comprendre la ligne rouge qui vous indique « Ah bah ici, le type n'est pas compatible » et à adapter. Et donc ça ne me demande pas d'effort de maintenir, donc j'ai un code qui est robuste. Et justement, j'en viens à la question de tout à l'heure, robuste et résistant. Résistant à quoi? Résistant à moi en tant que développeur, parce qu'il n'y a que moi qui vais intégrer des erreurs. C'est de ma faute si ça ne marche pas. Le problème est souvent entre la chaise et le clavier, on va pas se mentir. Donc finalement, il va être robuste à mon utilisation et il va m'empêcher de faire n'importe quoi. Parce qu'en amont, j'aurai créé finalement des règles qui se seront appliquées dès que je souhaite coder ou implémenter. Si je vais changer un de mes contrats, bah toute mon application pète. Vous allez me dire, oh non, il y a 100 lignes où l'application casse. Et vous imaginez, il y a 100 lignes où on m'indique, où j'ai juste à naviguer dessus et à légèrement corriger pour que mon application fonctionne correctement. Vous imaginez un monde où ces 100 lignes, j'aurais dû les faire moi-même. J'aurais dû deviner où elles sont. La robustesse, elle est là, que mon code est résistant à moi, donc résistant aux erreurs que je pourrais intégrer. Et il faut bien comprendre que je ne parle pas de runtime. Là, je parle bien de la phase de développement. Avant même que ce soit exécuté, je suis déjà capable de dire que mon code va causer une erreur ou non. Mais du coup, pas qu'une erreur technique, mais surtout une erreur métier. Je sais que certains me parleront de TDD, c'est une très bonne pratique, je ne vais pas le critiquer, mais pour moi, en fait, le test unitaire, en fait, c'est un coup dans la maintenance de mon code. Si on part du principe que le but, c'est d'avoir la maintenance la plus simple possible pour du code robuste, en fait, il y a des manières de coder qui vont faire en sorte de limiter la quantité de tests unitaires qu'on va devoir faire sur notre code pour qu'il fonctionne. La vidéo complète est disponible avec les exemples en premier lien dans la description, ou alors vous pouvez cliquer juste là, je vais essayer de la positionner. En tout cas, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, activer la cloche, ça fait plaisir, et sur ce, à la prochaine.